Bonsoir tout le monde. Bonsoir le public. Avant de commencer, j'ai une petite pensée à Monsieur Thierry Delannoy. Il a appris ce midi le décès de son papa. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Attendez, il y a Madame Charrier qui arrive. Oui, oui. Vous n'attendez plus, vous? Ah, il y a une voiture. On va attendre. Hein? Normalement, il vient. Christine. Voilà. Bonsoir. Bon, je vais faire l'appel. Béatrice Bonvin. Jacques Guay est excusé de pouvoir à Monsieur Denis Durand. De même, hein, Jacques est vraiment pas bien du tout, mais pas du tout. J'espère qu'il va se... Voilà, je l'ai eu ce soir. Enfin, bon. Armel Théron, Caplin, présente. Denis Durand. Patricia Emno est excusée de ne pouvoir à Monsieur Emmanuel Sauteur. Jean-Paul Marchand. Christine Labegère, absente. Dominique Bonnet est excusée de ne pouvoir à Armel Théron-Caplin. Marie-France Durand, présente. Jean-Joseph est excusé de ne pouvoir à Sylvie Rouzet. Simone Bellet. Guy David, présent. Marc Bodelot. Philippe Passionné. Sylvie Rouzet. Éric Rouanel. Stéphanie Duhamel-Richard, présente. Sonia Ducourov, absente. Emmanuel Sauteur, présent. Cécile Combeau, présent. Claire Clérambeau, absente. Thomas Hamelot est excusé de ne pouvoir à Cécile Combeau. Dalila Dorol, présente. M. Bruno Estampe, présent. Roland Hamard, présent. Isabelle Marchand est excusée de ne pouvoir à M. Bruno Estampe. Hélène Charrier, présente. Et Fabrice Pichard est excusé de ne pouvoir à M. Roland Hamard. J'ai demandé à mon prestataire, M. Aslan, qui gère le budget, d'être présent ce soir. Donc, s'il y a vraiment des questions techniques et tout, je lui demanderai qu'il y réponde. Donc, l'ordre du jour, reprise et affectation définitive des résultats 2025, budget supplémentaire 2025 et tarif restauration scolaire 2025-2026. Ok. Donc c'est moi qui va présenter le budget. Oui. Alors, reprise des affectations définitives des résultats.
Alors, vu l'article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales qui autorise la reprise du résultat de l'exercice N-1, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, vu les comptes administratifs de gestion de l'exercice 2024, considérant la consultation... Monsieur le maire, excusez-moi. Ah, j'ai oublié le maire. Vous avez oublié le secrétaire de séance, ah, merci. Oui, je vais être secrétaire de séance. Béatrice, Madame Béatrice Bonvin. Oui, excusez-moi, je vais un peu vite. Considérant la consultation de la Commission des finances qui a émis un avis favorable le 4 septembre 2025 sur l'exposé présenté après avoir délibéré le conseil municipal à la majorité des membres présents et représentés. Alors, sachez qu'en cette année, en février, on a voté le BP, les résultats provisoires. Au mois de juin, on a voté un CA définitif. C'est-à-dire qu'on va intégrer ce soir au BS la rubrique du CA définitif. Là, en septembre. Alors, le compte administratif 2024. Je ne vais pas vous faire tout le détail, s'il y a moins que vous l'avez tous devant vous. Alors, réalisation de l'exercice. Section de fonctionnement, 7 734 313,27 €, avec une recette de 8 80 66,45 €. Section d'investissement, 2 834 957,59 €. En recette, 2 286 033,49 €. Alors, le report de l'exercice précédent, le report en exercice de fonctionnement, 0. Par contre, on a une recette de 1 274 881,03 €. Un report en section d'investissement, rien en dépenses. En recette, 199 810,75 €. Alors, au total, la réalisation plus les reports, cela fait en dépenses 10 569 370,86 € et en recette 11 849 791,72 €. Cela fait un résultat cumulé, c'est-à-dire la section de fonctionnement 7 734 413,27 € avec une recette de 9 354 947,48 €. En section d'investissement, on a en dépenses 2 834 957,59 € et 2 485 844,24 €. Cela fait un total cumulé. Alors, en dépenses, 10 569 370,86 € et en recettes, 11 840 791 €. J'ai dit 11 840 791,72 €. Cela veut dire qu'en excédent de la section de fonctionnement, on est à 1 620 534,21 €. En déficit de la section d'investissement de moins 349 113,35 €. En recettes à réaliser en dépenses d'investissement, moins 711 003,57 €. Alors, lorsqu'on fait le total des deux que je viens de nommer, ça nous fait un besoin de financement de la section d'investissement, 1068, moins 1 60 116,92 €. Alors, sur l'exposé présenté, après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à, constatant que le compte administratif 2024 présente un excédent pour la section de fonctionnement de 1 620 534,21 €, un déficit pour la section d'investissement de 349 113,35 €, un solde à réaliser de moins 711 003,57 €
et un besoin de financement à 1 060 116,92 €. Décider d'affecter le résultat d'investissement comme suite. Au compte 001, affectation au budget primitif 2025 d'un déficit d'investissement reporté pour un montant de 349 113,35 €. Ceci, c'est un solde d'exécution de la section d'investissement reporté. Au 1068, affectation au budget primitif 2025 de l'excédent de fonctionnement capitalisé de 1 060 116,92 €. Décider d'affecter le résultat de fonctionnement comme suite. Au compte 002, affectation au budget supplémentaire 2025 de l'excédent de fonctionnement reporté pour un montant de 560 417,29 €. Des questions à poser? C'est bon? Ouais, j'ai pas de questions à poser, c'est juste relever ce que j'ai déjà dit, mais je le redis, que entre le prévisionnel qui avait été fait, et on le voit en comparaison des chiffres, s'il peut y avoir des déficits qui sont plus faibles, pour autant il y avait des excédents qui sont aussi plus faibles. Donc juste dire que attention sur les prévisionnels qui sont faits, parce que in fine, quand les chiffres arrivent finaux, ça correspond pas toujours à la réalité. Voilà, c'est le débat qu'on a à chaque fois entre le BP et le CA, par exemple. À chaque fois. Ouais. Voilà. Donc dire ça et dire que comme à chaque fois dans cette délibération, nous nous abstiendrons puisqu'il ne nous appartient pas de décider où est-ce que vous allez le mettre. On part du principe que ça vous appartient de décider sur quoi quelle ligne vous allez émettre. Voilà. Ok, entendu. Pas d'autres questions, c'est bon. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Estampe, Monsieur Amar et Madame Charrier. Monsieur Pichard et Madame Marchand, Isabelle. Et qui est pour l'ensemble du Conseil? Merci. Maintenant, on va passer au budget supplémentaire. Alors, moi, je ne vais pas vous lire les vues. Considérant la présentation détaillée du document budgétaire de la commune en commission des finances le 4 septembre 2025, considérant que l'affectation des résultats, la reprise des restes à réaliser et la modification de certaines autorisations budgétaires impliquent l'établissement du budget supplémentaire 2025. Alors, je vais vous demander, je vais prendre le tableau. Ça, je fais ça là. Alors, le budget supplémentaire est l'acte pour lequel les prévisions et autorisations budgétaires initiales sont complétées et rectifiées, principalement en ce qui concerne le résultat de l'exécution du budget de l'exercice précédent. Le budget supplémentaire est un budget d'ajustement. En effet, au moment du vote du budget primitif, il n'est toujours pas possible de prévoir avec exactitude les dépenses et les recettes de l'exercice. Le budget supplémentaire intervient pour rééquilibrer en cours d'année les prévisions du budget primitif. À ce titre, il présente la même structure que le budget primitif. Le budget supplémentaire est aussi et surtout un budget de report. Au moment du vote du budget primitif 2025, les résultats de l'exercice de l'année qui se termine n'étaient pas encore validés de manière définitive. Le budget supplémentaire intègre en cours d'année les résultats définitifs qui peuvent être des excédents ou des déficits budgétaires, ainsi que des restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice précédent. Cette note présente successivement, vivement, les grands équilibres budgétaires, l'évolution des dépenses pour les sections de fonctionnement et investissement, l'inscription des recettes complémentaires qui permettent l'équilibre de chacune des sections. Les montants indiqués pour les chapitres présentés ci-dessous sont ceux après prise en compte du budget supplémentaire. Donc, je vais prendre le tableau. Alors,
dans le tableau, je ne vais pas nommer je vais pas faire tous les chiffres. On va passer au 731. Donc, au budget BP, on était à 2 537 000. Il y a eu une évolution de 28 000 euros. Cela fait au BS 2 565 000. Alors, les 28 000 euros, ce sont des impôts directs locaux, correspondant avec l'État, 1259. Ces recettes supplémentaires proviennent des premières entrées d'impôts liés au nouveau logement de la commune. Donc, sachez qu'au budget primitif, ça, on ne l'avait pas prévu. Après, vous avez la ligne, alors, dotation de participation. Alors, on avait au BP 1 564 300 euros. On a une évolution de 31 180 euros. Cela fait au BS une augmentation, ça fait 1 595 480. Alors, ces 31 180, ça représente la dotation de solidarité rurale, la DSR, plus 1180. C'est suite à la notification officielle transmise par la DGLC, la DGCL. Vous rajoutez avec 30 000, c'est la compensation d'exonération fiscale, notamment au titre d'exonération des taxes foncières, selon la notification officielle reçue. Donc cela fait un total de 31 180 euros. Si on passe après l'article 75, autres produits de gestion courante, alors au BP, on avait prévu 165 000. Il y a une évolution de 18 255 euros. Cela fait, au budget supplémentaire, 183 255. Alors ceci, c'est autre produit de gestion courante, plus 18 255. C'est une refacturation des consommations énergétiques au compte prorata des prairiales. Et après, nous allons passer à la ligne 77, recettes exceptionnelles. Bon, au BP, on n'avait rien prévu. Là, il y a 31 017 euros. Donc, automatiquement, OBS, 31 017. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le compte 773. Mandat annulé sur l'exercice antérieur. Produit lié à l'annulation de mandat à avoir reçu sur facturation déjà réglée. Donc, on en arrive à l'opération d'ordre. Voilà. Alors, 02, excédent de fonctionnement reporté, 1 047 au BP, 420 000 €91. Avec l'évolution, lorsqu'on retire, ça fait moins 487 003, 62. Donc, OBS, ça nous fait 560 417 €29. Maintenant, on va passer au retraitement comptable. Un retraitement comptable a également été opéré au niveau de l'excédent de fonctionnement reporté. C'est-à-dire, c'est le résultat cumulé, c'est-à-dire les opérations réelles et d'ordre, en raison de la correction et de la prise en compte d'opérations d'ordre et de dépenses de fonctionnement. Cela se traduit par un ajustement négatif que je viens de nommer tout à l'heure, là, de moins 487 003 €62. Cela fait en résumé plus 108 452 € de recettes nouvelles intégrées au budget supplémentaire en 2025 et moins 487 003 € de retraitement sur l'excédent reporté. Ceci fait moins 378 551 € 62. OK?
Maintenant, on va passer aux dépenses. Donc là, il y a une nouveauté. Dépenses réelles, ce sont les 8 000 euros. Vous voyez sur la ligne, sur la ligne 014, atténuation des produits. On avait au BP prévu 17 057 euros. On a une évolution de 8 000 euros. Cela fait, ça fait 25 057 euros. Alors pourquoi les 8 000 euros? Alors c'est un prélèvement au titre de fonds d'hélico pour 8 000 euros. Le dispositif d'hélico, qu'est-ce que c'est? C'est tout nouveau. Le DILICO, dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, a été institué par l'article 186 de la loi de finances pour 2025. Il consiste en un prélèvement exceptionnel de 1 milliard d'euros sur les recettes fiscales des collectivités locales en 2025, y compris les communes, les EPCI, les départements et les régions, dans le but de stabiliser leurs ressources face aux aléas économiques. Alors, il y a des répartitions de prélèvements. C'est-à-dire les communes, c'est 250 millions d'euros. Le PCI fiscal propre, 250 millions d'euros. Département, 220 millions d'euros. Et la région, 280 millions d'euros. Alors, les critères d'ajustement qui contribue au DILICO, c'est... Alors, je vais aller plus... Non, je ne vais pas lire ça. Voilà, modalité de reversement. Les sommes prélevées seront restituées en trois tiers annuels, en 2026, en 2027 et en 2028, dans la limite du montant des prélèvements effectués de chaque année. Donc, il y aura 90% reversés aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution, et 10% reviennent au fonds de péréquation, le FPIC, le FNP, DMTO et FSR. Alors, les reversements dépendent d'un prélèvement réellement reconduit chaque année. Sans prélèvement en 2026, aucun versement ne pourra être versé, même si la base est montante en 2025. Alors, sachez qu'en 2025, sur les 34 965 communes en France, il y a 1924 communes qui ont payé le DILICO, ce qui représente environ 5,5% des communes contributrices. C'est-à-dire qu'on en fait partie. On fait partie des 5,5%. Il est possible que ce fonds soit triplé. C'est nouveau, c'est une nouvelle loi. Bien dommage, nous on en a besoin. Ben voilà, il faut penser aux petits copains. Donc voilà. Alors, le retraitement comptable. Un retraitement comptable a également été effectué, notamment au niveau du compte 023. Virement dans la section d'investissement. Sur le BP 2025, il y avait une reprise anticipée du résultat 2024, alors même que celui-ci n'était pas encore définitivement arrêté. En conséquence, la trésorerie n'avait pas encore inscrit certaines dépenses dans les opérations d'ordre au chapitre 042, exemple les dotations aux amortissements. Vous vous souvenez, M. Estampe, vous avez posé la question. Pour rappel, le BP 2025 a été délibéré le 24 février 2025 et les dotations aux amortissements ont été comptabilisées après le 24. Ils ont été comptabilisés le 27 février 2025. Donc on n'a pas pu l'inscrire sur le BP. Ce retraitement vise donc à régulariser la situation pour que la présentation budgétaire reflète correctement les mouvements de comptables réalisés. Le BS ajuste les produits liés à la contribution du fonds DILICO, payé par les communes les plus riches, 5%. Il intègre aussi un retraitement technique au niveau des chapitres 023, virement à la section d'investissement. Bien ça.
au 0,42 pour corriger les effets de la reprise anticipée du résultat. Voilà. Donc, on va passer aux dépenses. Je n'ai rien oublié. C'est bon, monsieur Aslan, pour l'instant? Je vous pose la question. Vous n'avez rien à rejeter? Vous n'avez rien à rajouter à ce sujet? C'est bon? Non, c'est juste pour le Bidico, ouais, c'était l'article de loi. L'État dit en fait que c'est pour stabiliser leurs ressources, enfin, vos ressources pour les aléas économiques, mais en fait c'est un espèce de prêt qui en fait, ils vous prennent de l'argent, ils vous le rendent après pour emprunter moins, pour économiser des charges d'intérêt. C'est ça. Et ils vont peut-être tripler en fait ce montant, il passe à 3 milliards en 26, donc la commune elle devrait payer aux alentours de 30 000 euros, ça va peut-être encore augmenter après. Ils seront reversés, alors oui et non, on ne sait pas encore quelle forme. Et là où il faudra faire attention, c'est qu'en fait, clairement, il n'y a pas de bol dans le sens où elle fait partie des communes. Les 5% les plus riches de France, c'est-à-dire que vous êtes classifié au même titre que Saint-Tropez, que des communes du littoral ou que des communes frontalières, par exemple, communes de la frontière suisse, par exemple, pour vous dire, même Annemasse, à la frontière suisse, ne paye pas le Bidico. Et en fait, c'est une petite particularité de la commune, parce que vous avez un potentiel fiscal qui est énorme en fait, par rapport à la moyenne de Strafe, et ça c'est lié notamment à l'industrie et aux entreprises qui sont implantées sur le territoire de la commune. C'est pas lié à la richesse de la population en soi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Ok, merci. Maintenant, on va passer à la section d'investissement, les dépenses. Voilà, recette d'investissement réel, voilà. Donc, dépenses d'investissement, ajustement positif. Alors, sachez que on est, alors, attends, je me retrouve, c'est ça. Ok. Donc, on a une recette réelle d'investissement de 3 892 223 euros 58. On a une évolution de moins 302 838 euros 10. Le nouveau BS est à 3 589 385 euros 48. Il faut savoir qu'il y a la menuiserie de l'hôtel de ville, plus 1 000 euros. Il y a eu une enveloppe initiale de 70 000 euros a dû être augmentée afin de couvrir un reliquat. Un investissement, on a eu des investissements divers et autres, plus 2 448 000 euros 38, ajustement lié à un nouveau besoin identifié. Cela fait la somme de 3 448 euros 38. On a eu après une réduction d'enveloppe, les prairiales, moins 290 000. L'enveloppe passe de 1 630 000 à 1 340 000. C'est une diminution qui est liée à la connaissance, définitive réelle du coût des prêts réels et permet de supprimer la marge de sécurité initialement prévue. La voirie, moins 100 000 euros. L'enveloppe est ainsi réduite de 450 000 euros à 350 000 euros. Ça, c'est la future rue Savenière qui va être faite. Alors, déficit d'investissement. Déficit d'investissement reporté. Le déficit d'investissement reporté a été réduit à 302 838 euros 10. Ça, vous avez ça sur la ligne dotation, fonds divers et réservations et réserves. Donc cela fait, en BP, on avait prévu 1 771 455 euros 02. Et si vous enlevez 302 838 euros 10, le BP 2025, ça va représenter 1 400
1 460 000 euros, 616 euros 92. Alors, le déficit d'investissement reporté a été réduit. Voilà, cette correction résulte de la régularisation des opérations d'ordre constatées, les comptes administratifs définitifs, dotation aux amortissements. Si on va beaucoup plus loin, alors, dépenses supplémentaires, plus 3 448,38 euros, menuiserie et investissements diverses, et réduction d'enveloppe, moins 390 000, Parial plus voirie. Cela fait la somme de 386 551,62 euros. Et ça, vous avez ça dans le virement de la section de fonctionnement. C'est bien ça, au 0,21. Au BP, on avait prévu 389 154,23 euros. Si vous enlevez les 386 551, au BS, il nous reste 2 602,61 euros. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux recettes. Recettes d'investissement, situation générale. Aucune modification majeure n'a été apportée aux recettes d'investissement, hormis des ajustements techniques liés à la régularisation d'écriture comptable et de mouvements internes. Ajustement constaté, compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Alors cela correspond à un excédent dégagé lors de l'exercice budgétaire qui a été réinjecté dans la section d'investissement. Cela fait moins 302 838,10 euros. Vous avez ça sur la ligne 001, déficit d'investissement reporté. Alors vous avez au BP, on avait prévu 651 951,45 euros. On enlève les 302 838. Au BS, on prévoit 300. Cela fait 349 113,35 euros. La correction liée à la régularisation du déficit d'investissement reporté. Donc, vous avez le BP qui était à 1 362 955,02 euros, moins BS, 302 838,10 euros. Cela fait 1 060 116,92 euros. Le compte 21, virement de la section de fonctionnement, moins 386 551,62 euros. Ça fait un ajustement technique correspondant à un recalage comptable des opérations d'ordre. En résumé, les recettes d'investissement restent inchangées dans leur structure, mais enregistrent des ajustements techniques pour un total de moins 689 389,72 euros. Peut-être des choses à dire, M. Aslan, non, là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Peut-être une précision sur l'histoire des ajustements techniques. En fait, c'est que quand le budget primitif de la commune a été voté en début d'année, les écritures d'amortissement avaient été placées par la commune, mais malheureusement la TP avait un peu de retard. Ils n'ont pas enregistré les écritures d'amortissement, du coup on ne pouvait pas les reprendre parce qu'ils ne les avaient pas enregistrées, donc il fallait qu'on mette 0 en fait sur le compte administratif 2024, d'où ce correctif sur le BS pour récupérer ce petit écart. Ok. Alors, le budget primitif adopté pour 2025 s'équilibre en recettes et en dépenses à 13 682 893 euros. C'est la galette. Hein. Je l'ai pris. Alors, ce budget primitif en 2025 avait été adopté. Il y avait un fonctionnement de 9 85 471 euros. Et en investissement, il y avait 4 597 422 euros.
Le budget supplémentaire est équilibré en dépenses et en recettes pour un total de 12 614 952 €, qui est réparti fonctionnement 8 706 919 € et investissement 3 908 033 €. C'est-à-dire que quand vous faites la soustraction entre le budget primitif et le budget supplémentaire, on a un fonctionnement moins 378 552 € et un investissement de moins 689 390 €. Voilà, donc ça représente en fonctionnement 30,98%. Et on investit... non, c'est le contraire. En investissement, 30% 98 et en fonctionnement, 69% 0,2. Voilà. Des questions? Oui, j'ai vu l'arrivée de Monsieur Thomas Hamelot. Merci d'être là, Thomas. Rebonsoir à tout le monde. Je voulais savoir juste combien, vous parlez des 28 000 € de recettes fiscales supplémentaires pour la ville. Est-ce que, à propos de nouveaux logements, est-ce que vous pouvez nous dire à combien de logements ça correspond, de nouveaux logements ça correspond? Dommage. Pardon. Question. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut répondre? Je peux peut-être vous répondre. Allez-y. On n'est pas au logement près, hein. Au conseil municipal de ce soir, j'ai récupéré les derniers chiffres de l'INSEE. Allez-y. Je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez. Alors, il y a plusieurs bonnes nouvelles. C'est que la population elle a augmenté aussi. Donc c'est pas mal. Donc j'ai récupéré les chiffres de 2025. Tac. Alors, je vais vous montrer ça. En fait, au niveau des logements, l'INSEE indique qu'en 2025, donc le nombre de logements éligibles à la taxe foncière a augmenté de 309 par rapport à 2024. Voilà, ça c'est leur recensement. Et au niveau de la population, vous avez gagné 54 habitants et sur les 6 dernières années, en tout, ça fait une progression de 77 habitants. C'est pas une énorme progression, mais c'est une petite progression quand même. Ouais, c'est Au intéressant. niveau du revenu par habitant, vous êtes un peu en dessous des moyennes de Strat, toujours en 2025. Et ce qui vous a fait plonger en fait dans le DICO, c'est au niveau de le potentiel fiscal. Vous êtes ici, on le voit largement au-dessus des moyennes nationales. Donc pour répondre à la question des logements, d'après l'INSEE, en 2025, 309 logements supplémentaires éligibles à la taxe foncière. Donc ça peut être des logements vacants qui ont été réhabilités, des résidences secondaires, etc. Ça peut être un peu plus loin. Ok, et donc ça veut dire que donc vous avez les chiffres 2025 et ça veut dire que donc on a 309 logements de plus, mais on a seulement 54 habitants de plus. On est d'accord? C'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Et alors attention parce qu'il peut y avoir des logements en plus. Par exemple, là on a aussi des logements sociaux, sauf que eux ils ne payent pas de taxe foncière. Et vous avez peut-être des logements en plus. Par exemple, le problème c'est que si vous avez un logement avec des personnes de plus de 70 ans à l'intérieur, bah, ils ne payent pas de taxe foncière non plus. Donc ça ne veut pas dire que les 309 logements payent des impôts en plus, en fonction de leur situation. Ok, donc 309 logements, c'est le nombre total de logements qu'on a en plus dans la commune par rapport à, je ne sais plus quelle date vous avez dit. Et par contre, tous ces 309 logements ne représentent pas, tous ne payent pas une part des 28 000 €. C'est ça. C'est ça. Ok, Ça, seuls les logements, dont les logements sociaux qui ne le payent pas automatiquement. Mais voilà, sur ces 309 logements, il faut vraiment retenir que tous ne payent pas des impôts. Ok, Même merci. une grosse partie, je pense. Ok, merci monsieur. Ok. Pardon, sur ces 309 logements, sur ces 309 logements là en plus, par rapport à l'ATF, ça concernait combien de logements vacants à l'époque et qui sont éventuellement toujours vacants, j'imagine, puisque ça a dû être une remise à niveau en relation avec la trésorerie. Si on fait le ratio 28 000, le nombre de logements au-delà de ce que vous avez dit, on s'aperçoit que, effectivement,
Il y en a beaucoup qui doivent être encore vacants. Bonsoir Monsieur Estampe. On a travaillé cet été à la demande du conseil départemental et de la préfecture sur un dossier sur les logements vacants. Il n'y a pas d'adéquation. Là, je peux pas faire ce soir une adéquation entre ces logements-là et les 309. Et nous, l'historique de ce qu'on en a trouvé, on a trouvé plus d'une quarantaine de logements vacants. Véritablement vacants. Voilà. Ce qu'ils appellent vacants, c'est de plus de 3 ans. Il y a des particularités à ces logements pour qu'ils deviennent dans l'étude vacants. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient véritablement vides depuis plus de 3 ans. Il n'y a pas de travaux en cours, qu'il n'y a pas de demande de vente en cours. Enfin, il y a beaucoup de critères. On appelle beaucoup de les agences immobilières, les notaires, afin d'avoir un affinement de cela. Voilà. Donc, il y en a un petit peu plus d'une quarantaine. Voilà. Ça peut être aussi bien maison qu'appartement. On s'entend bien. Voilà. Voilà. Mais on est parti de 2 listes. Une première liste de 258 lignes. Voilà. Et une deuxième liste qui était un petit peu plus affinée, mais que l'on a maillée avec cette première liste. Voilà. Mais c'est pas forcément en corrélation là avec les 309, c'est la réalité par rapport à l'étude INSEE. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et vous n'avez pas fini, les 45 logements, c'est la partie que vous avez identifiée, mais le travail. Il faut faire vivre, effectivement. Il faut faire vivre cette liste. Là, aujourd'hui, nous avons peut-être connaissance de demain des travaux dans un appartement ou dans une maison. Il faut la faire vivre. Et peut-être que demain, étant donné qu'il y a le délai des 3 ans, il y a peut-être un autre logement qui va arriver au bout de ces 36 mois et qui va arriver dans cette liste aussi. Donc là, maintenant, il faut cheminer et faire vivre cette liste. Ce qui n'est pas simple en soi. Ça, j'en doute pas. Mais je voulais dire, est-ce que vous pensez que vous avez identifié tous ces logements vacants, tous les logements vacants correspondant à ces critères au jour d'aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez que vous en avez identifié 45, mais qu'il en reste d'autres dans une proportion que vous ne connaissez pas? Alors, c'est vraiment très affiné dans le sens où le conseil départemental est arrivé avec une liste, la préfecture est arrivée avec une autre liste, la préfecture a travaillé avec les impôts, donc ils avaient encore une liste à l'intérieur de cette liste-là, et nous arrivions avec on nous a demandé une étude de terrain, voilà, pour pouvoir recouper toutes ces données. Donc ça a été long, pas toujours très pratique parce que ce qui est le plus on va dire dans le critère le plus embêtant pour moi, ce qu'il a été pour le service qu'il a été, c'est le délai, les 3 ans. Parce que 3 ans, à quelques mois près, c'est pas toujours évident à évaluer. Voilà. Quel est le moyen de savoir le délai de vacances de ces logements, s'il existe? C'est justement ça le problème, c'est que, en fait, par exemple, une ouverture de succession, à part un notaire et les membres potentiels d'une famille, c'est un secret professionnel, il n'y a pas de, voilà. Ça peut être aussi lors d'un divorce, chacun repart de son côté, mais le logement il est vide. Ça, la succession, je viens d'en parler. Ah oui, aussi. Donc, c'est l'évaluation, et c'est pour ça qu'ils avaient besoin de nous pour peaufiner l'étude de terrain. Il y a aussi un souci dans l'identification quand aujourd'hui madame achète par exemple à son nom ou monsieur achète à son nom et qu'il y a un madame ou un monsieur. Voilà. C'est parce qu'au niveau des critères des impôts, ce sont pas les mêmes. Au niveau des critères du conseil départemental, ce sont pas les mêmes. Et au niveau de la préfecture, ce sont pas les mêmes. Donc, c'est pas forcément simple. Vous parliez d'une durée de 3 ans.
Or, il y a une loi qui indique que normalement, un logement est vacant s'il a été inoccupé durant 1 année. Oui, mais eux, leurs critères, et ça fait partie de leurs critères. 3 ans, c'est le critère acquis, pardon, à la préfecture. Ouais. Ils se sont mis tous d'accord sur ce délai-là. Et donc les lois, en l'occurrence, la loi qui indique que on s'en fiche. Vous leur direz Puisque non, je leur dirai, je le dis là. Je dis juste que, par principe, le préfet, en tout cas la préfecture, est le représentant de l'État, et est là pour faire appliquer les lois au-delà de ce qu'on peut penser de telle ou telle loi. Sauf qu'il y a une loi qui dit que qui est récente, qui dit que le logement vacant, c'est 1 année, et ça donne loi à une taxe en plus. En tout cas, ça donne loi à une taxe sur le logement vacant. Donc, on parlait de potentiel fiscal tout à l'heure. On y est dedans, et j'imagine que si, peut-être à tort, et si c'est le cas, vous allez rectifier, mais si par exemple le département fait une étude sur le logement vacant, c'est qu'il y a aussi un intérêt fiscal, me semble. L'intérêt aussi, il était d'aider potentiellement des gens qui sont dans la difficulté pour remettre en état certains logements et pour les aider à ce qu'ils aient le potentiel, par exemple en isolation, en choses comme ça, et les remettre aussi à la location ou les reprendre à titre personnel. Mais il est vrai, pour répondre totalement clairement à votre question, par exemple, un divorce difficile, 1 an, c'est court. Hein. Oui, on peut débattre effectivement de ça. Malheureusement, le logement reste peut à être la loi vide. qui a été votée, bien ou mal, mais qui a été votée. Et c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre la différence qu'il pouvait y avoir entre une loi qui impose les choses. Après, on peut dire trop rapide. J'entends ce que vous me dites et effectivement, je peux tout à fait l'entendre. Et puis, ce que vous me dites en disant, ben non, ils ont décidé que c'est 3 ans. Voilà. Je ne sais pas si demain un citoyen arrive et vous dit, la loi dit ça, mais moi j'ai décidé avec mes voisins que ça serait ça. Vous allez lui dire, monsieur, vous êtes gentil, je vous aime bien, mais non. Voilà, c'était juste pour pointer du doigt une forme de caricature sur une instance qui est censée représenter la loi. Et après, pour parler du potentiel fiscal et d'illico, quand vous en parliez effectivement tout à l'heure, j'ai été voir les retours de tous les élus divers et variés, puisque nous on a 8 000 €, je regardais une commune, ils en sont à 300 000 €. Mais dans mon esprit, ça faisait écho avec le débat qui existe depuis des années sur le fait d'être passé en intercommunalité, puisque vous parlez du potentiel fiscal, mais aussi des conséquences bénéfiques, mais là en l'occurrence des conséquences du secteur économique que ça a, et ici le secteur économique est important, et donc ça joue dans ce dilico, et le fait que, allez, je caricature, mais on en paye les conséquences sans en avoir les dividendes, ou en tout cas pas totalement les dividendes comme on avait à une certaine époque. Alors il y a eu des transferts de compétences, il y a eu etc. Mais ce débat qui anime plus largement les communes au-delà de l'Eure-et-Loir, et dans certains secteurs, j'ai connu moi des communes qui à un moment ont estimé, parce que leur zone économique s'était développée, que la reversion qu'ils avaient n'était pas assez conséquente par rapport à ce qu'ils auraient eu s'ils n'avaient pas été en interco. Donc je vous lance tout ça, ça alimentera le débat actuel et futur, oui, absolument, ça va toucher les EPCI, les communes, ça va toucher tout le monde. Voilà, en plus, effectivement, donc tout le monde, mais c'est paradoxal, on en parlera tout à l'heure, mais de dire que on le paye parce qu'on est une commune riche, et j'ai entendu potentiel fiscal, secteur économique, et de voir un budget, mais je le dirai après, qui est potentiellement pas bon et qui reflète pas la richesse qui était évoquée tout à l'heure de la commune, qui nous oblige à payer ça, demain peut-être plus, sans être sûr d'être effectivement remboursé. J'ai bien entendu tout ça. Mais faisons confiance. Oui, bien sûr, oui, j'ai entendu, mais ça appartiendra aux futures instances si elles arrivent à rester assez tôt pour le décider. Voilà, mais oui, je suis d'accord sur... C'est quand même paradoxal de faire un prêt à l'État. Enfin, que l'État... voilà. Oui, ça paraît intéressant peut-être quand même de creuser cette taxe sur les logements vacants, puisque la ville a besoin de recettes. Donc c'est notre propos d'augmenter les recettes, et notamment cette taxe qui pourrait être creusée. Et ça permet aussi, évidemment, si cette taxe est réellement payée,
parce que les propriétaires fournissent des logements à ceux qui en ont besoin. Donc ça a vraiment un double intérêt. Alors, je ne sais pas si on ouvre le Juste, débat. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Juste pour compléter une petite information, par rapport à la strate que nous avons dans notre commune, en fait, donc cette quarantaine de logements représente moins de 3% des logements dans leur globalité. Voilà. Donc, effectivement, pour répondre à Monsieur Amar, la question se pose dans le sens où est-ce que moins de 3%, ça vaut le coup ou pas, voilà, tout simplement. Ça peut compenser le DILICO, par exemple. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une recette, même petite, qui vient abonder la ville qui en a besoin. Ou peut-être pas, comme le faisait remarquer lors de nos entretiens un agent de la préfecture par rapport au coût de récupération de cette taxe. Voilà. Mais elle disait, c'est vraiment entre parenthèses, entre exclamations, entre voilà, elle prenait beaucoup de précautions pour le dire. Voilà. Sauf que un logement, des logements vacants dans nos rues, c'est aussi un problème d'entretien et donc d'attractivité de nos rues et de notre commune. Donc, même si, en termes de fiscalité pure, forcément, il y a un travail qui est un coût, qui n'est pas forcément qui ne va pas apporter une recette énorme, en termes d'attractivité de la ville, de qualité de vie des habitants et de respect et d'entretien de l'ensemble de notre ville, puisqu'on est tous responsables de l'entretien de notre ville et de nos maisons et de nos rues, ensemble, l'impact, il est lourd. Et nous savons, dans la ville, que ceux qui se donnent le mal d'investir sur leur maison, en réalité, sont victimes de ce phénomène de logement laissé, entre guillemets, pour un certain nombre d'entre eux, pas totalement à l'abandon, mais en bonne partie. On le sait, il y en a certains qui nous font mal tous les jours depuis 5, 10 ans, 15 ans. Et donc la problématique, elle n'est pas seulement fiscale. Et elle est, la rentabilité d'une recherche de logements vacants et propriétaires et de transposition sur une position positive d'un logement repris et regéré, en réalité, la rentabilité, elle se situe bien au-delà de la fiscalité pure. Alors, sachez qu'on a appris il n'y a pas longtemps, une loi, le permis de louer. C'est-à-dire que le propriétaire ne pourra plus louer comme il voudra. Il faudra qu'on passe pour vérifier, voilà, avant de louer, il va y avoir des critères bien déterminés. On appelle ça le permis de louer. Et vous n'aurez plus de propriétaires qui voudront louer un peu à peu. Hein. C'est ça. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de l'appliquer. C'est un choix qui appartient à la commune et au conseil municipal, mais on n'est pas effectivement obligé. Mais par contre, je pense que le débat, et j'entends ce que vous me dites, et à la limite, pourquoi pas se poser la question du coût qui serait supérieur aux recettes. On aurait pu se le poser pour des tas de choses et on aurait peut-être évité d'avoir des dépenses trop importantes. Mais peut-être qu'il se pose beaucoup plus à Épernon que dans d'autres communes, compte tenu du peu de terrain dont on dispose pour construire par rapport à d'autres communes. Donc la question du logement vacant, s'il est réellement vacant au-delà des divorces, des décès et tout, et on sait tous très bien qu'il y en a qui restent vacants, parce que les gens préfèrent soit ne pas le vendre, soit ne pas le louer, parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas les louer. Et on a vu ce débat à l'époque sur le commerce, sur la même chose, où des propositions avaient pu être faites par des personnes, et avaient dit non, moi c'est pas assez, donc il restera vacant. Sauf que le débat sur les logements vacants à Épernon plus qu'ailleurs, ou en tout cas ce type de commune, face à la rareté d'espace pour construire, voire même à l'impossibilité, sera encore plus important qu'ailleurs. Et qu'il faudra, je pense, se poser la question, ne serait-ce que pour permettre aux enfants des gens qui habitent ici de se louer. On parle des logements pour actifs. On y arrivera à un moment ou un autre, ici, autant qu'ailleurs, me semble-t-il. Voilà, ça sera sûrement du boulot, mais il faudra y arriver, parce que s'il y a le potentiel fiscal, il y aura aussi le potentiel d'habitabilité pour des gens qui en auront réellement besoin. Alors, moi, j'en profite pour remercier Armel, parce qu'il y a Patricia aussi qui a travaillé dessus. Quand j'ai vu la liste arriver, je me suis dit, voilà. Mais quand même, c'est moins 3%, c'est ça. Je pense que quelque part,
Je pense qu'il y a des communes, c'est beaucoup plus. Hein. Complètement. Hein. Donc voilà quoi. Voilà. D'autres. Enfin, moi, j'ai plus de. Pour finir, en fait, juste la suite de cette étude, en fait, c'est de présenter un programme d'accompagnement, on va dire un petit peu plus personnalisé, pour aider. Quand on en a que entre guillemets une quarantaine, on peut personnaliser un petit peu plus les aides potentielles, expliquer aux gens comment peuvent-ils faire et prendre ce temps-là. Mais évidemment, c'est aussi du temps qui sera pris par nos agents, et ça, c'est un autre budget aussi. Voilà. Moi, j'ai pas de questions, mais je souhaitais quand même intervenir sur ce BS parce que vous avez indiqué un certain nombre de chiffres qui reflètent des différences entre ce que vous aviez fait voter sur le BP la dernière fois et qui fait le BS, le budget supplémentaire d'aujourd'hui. Et on fera le point au moment du compte administratif aussi dans quelques mois. Mais au-delà de ce que vous avez parlé, s'il y a des plus, s'il y a des moins, la situation, je vais l'expliquer, mais très rapidement, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans le détail des lignes, parce que ça n'a pas de sens, mais qui démontre que si lors des derniers débats qu'il y avait eu ici, au moment du ROB, et au moment du vote du budget primitif, moi j'avais évoqué et exprimé mon inquiétude quant à la situation financière de la commune, sur nos capacités budgétaires et d'investissement, et à la lumière déjà à l'époque des résultats et des prévisions. Là, j'ai regardé, j'ai entendu la présentation du BS que vous avez fait, et je pense pouvoir dire que je constate que je ne m'étais pas trop trompé sur les inquiétudes qui étaient les miennes et que j'avais exprimées. Alors, comme je l'avais dit déjà la dernière fois, on voit là, même si on l'avait déjà vu l'autre fois, on voit bien que vous avez réduit effectivement la voilure et les dépenses sur beaucoup de lignes du fonctionnement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pourtant, et malgré vos efforts, les résultats, comme je viens de le dire, sont encore plus inquiétants. Donc les craintes exprimées sur les précédents débats se confirment. Je vais prendre 3-4 chiffres pour pas embêter tout le monde. Les recettes réelles de fonctionnement, comme vous avez indiqué, sont inférieures, je l'avais dit l'autre jour, inférieures aux dépenses réelles de fonctionnement, puisque c'est celles qui comptent. Pour que tout le monde l'ait bien à l'esprit, les recettes réelles de fonctionnement sont à 8 146 502 euros et les dépenses réelles de fonctionnement sont à 8 388 271,50 euros. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Donc la situation reste donc préoccupante. L'alerte que j'avais donnée sur l'effet ciseau, et j'ai repris les tableaux que vous nous aviez donnés la dernière fois, est bien réelle. Bien réelle. Comme je viens de l'indiquer, malgré les nombreuses dénégations que vous aviez faites à l'époque. J'ai envie de dire que les faits sont quand même têtus. Alors, comme je viens de le dire, je ne rentrerai pas dans le détail de toutes ces lignes, mais je souhaite quand même rappeler quelques chiffres incontestables qui découlent directement, pas de notre gestion, mais de la vôtre. Une épargne brute, j'ai retenu les éléments importants, ceux qui sont évoqués à chaque fois dans les CA, et dans les BP, y compris dans les documents que vous nous distribuez. Une épargne brute qui est négative de moins 191 769, alors qu'elle était encore de 648 491 au compte administratif 2024. Or, l'épargne brute finance l'investissement, je peux rappeler, et doit couvrir au minimum, c'est pas moi qui le dis, le remboursement du capital de la dette. Cette évolution donc pèse sur l'épargne nette, de fait, qui était déjà négatif en 2024, pour rappel, à moins 12 422 euros. Elle plonge désormais à moins 931 769 euros avec ce budget supplémentaire. L'encours de la dette s'élève à 8 293 834,83 et surtout, notre capacité de désendettement explose, puisqu'elle passe, comme indiqué dans votre précédent document, à un peu plus de 12 ans, à, d'après les calculs, 43 ans.
L'annuité de la dette, elle, est passée de 638 720 en 2020 à 740 000 en 2025, soit une charge de 1 454 € par habitant contre 1 089 en 2020 par habitant. Autrement dit, cela représente plus 365 € par habitant en 5 ans. Je rappelle aussi l'importance de maintenir une capacité d'autofinancement net positive, hors à Épernon. 2021, elle s'est élevée à 746 743. En 2025, avec les éléments de ce BS, elle plonge à moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins 931 769. Donc pour terminer, le taux d'épargne brute au CA 2024 était donc de plus 8,03%, comme indiqué dans vos documents, contre, avec les nouveaux éléments que j'ai donnés, moins 2,35% aujourd'hui. Moins 2,35% aujourd'hui. Donc en un an, on est donc passé d'un taux positif et correct à un taux négatif, ce qui illustre clairement, me semble-t-il, la dégradation financière de la commune. Je précise, car ces éléments sont loin d'être anecdotiques, qu'il existe, pour que tout le monde ait bien ça à l'esprit, deux seuils, un premier à 10% et le second à 7%. On est, je le rappelle, moins 2,35. Le premier seuil correspond à un premier avertissement comme un seuil d'alerte et le second, 7%, on peut y voir si on est en dessous, et là on est à moins 2, on peut y voir des premiers signes d'une situation dégradée. La collectivité peut avoir beaucoup de difficultés dans ces cas-là à dégager des marges de manœuvre et, pour l'anecdote, ces sources viennent du site de Simco. Chacun comprend donc que nos finances communales ne sont pas bonnes, que nos marges d'investissement futures seront extrêmement limitées. Ce que vous avez d'ailleurs dit lors du BP. Et que malgré, lors de ce même BP, malgré votre tentative de minimiser votre responsabilité, quand je dis votre responsabilité, je rappelle, et je dis déjà ceux qui ont voté ces budgets, la réalité devient à chaque débat budgétaire, c'est le troisième qu'on a de l'année, de plus en plus évidente et catastrophique. Alors pour terminer, nous n'avions pas voté le budget primitif. Nous ne voterons pas non plus ce budget supplémentaire qui aggrave encore la situation financière de la commune. Je vous ai bien entendu, monsieur Estampe, effectivement. Bon. Monsieur Aslan, vous pouvez répondre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, la commune est dans une situation financière qu'on pourrait qualifier de délicate. Ça, il n'y a pas photo. Il y a aussi des éléments particuliers qu'il faut mettre il faut regarder d'assez haut, c'est notamment au niveau de la dette. En fait, les emprunts qui ont été contractés par la commune, alors de mémoire, c'était il y a longtemps, je crois, c'était les équipements sportifs et culturels. Il y avait un gros emprunt, c'était avant 2020, je crois, et 3 ou 4 millions, et un autre de 2 millions. Ont été faits sur des durées extrêmement courtes. En fait, actuellement, la commune, elle rembourse plus de 700 000 € de capital chaque année. Ce qui fait que sur un emploi à 8 millions, ça fait une extinction en un peu plus de 10 ans. Donc en fait, il y a ce premier problème. Peut-être un premier cas d'école pour étudier peut-être un nouvel étalement des amortissements. Parce qu'aujourd'hui, rembourser 8 millions d'euros sur 10 ans, effectivement, c'est très court. Il y a un deuxième problème aussi, et ça c'est un problème, on va dire, généralisé à tout le territoire national, c'est que Épernon est une commune centre. Aujourd'hui, Épernon est la commune qui dépense pour ses habitants le plus, notamment au niveau du territoire intercommunal par habitant. Parce qu'il y a des équipements qui profitent à l'ensemble du territoire intercommunal. Et il y a un sujet là aussi sur la contribution effectivement du reste des territoires pour les équipements d'Épernon. Ce qui crée en fait ce paradoxe de richesse. C'est-à-dire qu'on a une commune qui est très riche au regard de l'État, et des critères objectifs. On a aussi une commune qui exerce une pression fiscale qui est très faible au regard des moyennes nationales. C'est ça. Déjà, généralement, le paradoxe d'Épernon, pour revenir
l'effet de paradoxe, c'est que les communes-centres ont toujours généralement une pression fiscale qui est très forte. Je prends l'exemple de là où j'habite. J'habite dans l'Autunois, une communauté de communes avec une ville-centre qui s'appelle Autun, donc dans la Saône-et-Loire. Autun a une pression fiscale de 1,5. À Épernon, c'est 1,07 de mémoire, pour une moyenne qui se situe aux alentours des 1,2 généralement. Voilà, on a plusieurs phénomènes qui viennent se compléter et qui font qu'aujourd'hui, effectivement, la commune est dans une situation un peu plus délicate. L'avantage maintenant, c'est que aussi les gros travaux liés au préal sont terminés. Il n'y aura plus de millions d'euros à sortir pour la section investissement. Ça va pouvoir, un peu comme le pain, qui va reposer dans le four, pouvoir permettre au budget de la commune de se reposer un peu et de se désendetter à grand coût de 700 000 euros par an. C'est vrai que l'encours de dette va diminuer fortement. Donc voilà, effectivement, il y a plusieurs angles de réflexion pour lesquels la commune peut regarder de manière à envisager l'avenir de manière plus sereine. Mais voilà, il y a des solutions, il y a des problématiques qui sont là. Donc après, il faut les prendre une par une et regarder ce qui est faisable ou pas. Sinon, au niveau des dépenses, d'une manière générale, pour une commune-centre, on est dans les normes. C'est-à-dire qu'on n'a pas des dépenses qui seraient plus élevées que d'autres communes de la même strate et de la même typologie. Au niveau des charges de personnel ou du 0. Merci de cette réponse. On va dire d'une analyse, on va dire, synthétique du territoire. Oui, allez-y. Merci. Oui, merci pour cette réponse, cette analyse politique plus que financière. Mais, Monsieur Asselin, avec tout le respect que j'ai pour votre travail, mais vous me permettrez quand même de dire que je viens de vous écouter avec beaucoup d'attention et j'ai l'impression que j'ai revécu les débats qu'on a eus lors du BP et peut-être même du ROB où dormez tranquille, tout va aller mieux. Et on a bien dormi et ça va beaucoup plus mal. Alors je veux bien que vous m'indiquiez, comme vous l'avez dit la dernière fois, qu'en remboursant le montant qu'on rembourse, on va éteindre des prêts plus rapidement. C'est vrai. Ouais. Pour autant, ça ne va pas améliorer la capacité financière de la commune, comme je viens de l'indiquer. Et donc, vous dites les prairiales sont faits, dormez tranquille, sauf que sur la commune, me semble-t-il, vous aviez évoqué la dernière fois, non pas vous, Monsieur Asselin, mais dans ce conseil, Monsieur Bellhomme, il avait été évoqué une réflexion sur le centre sportif, par exemple. Qu'il y a d'autres éléments ailleurs qui conviendraient peut-être imaginer, et ce n'est pas avec la capacité financière que l'on a que nous arriverons, que la commune arrivera à engager des travaux nécessaires. Donc, moi, je veux bien que vous essayiez d'expliquer ce qui devient, à mon sens, inexplicable, et je comprends que vous ne puissiez pas dire autre chose, mais au vu des quelques éléments que j'ai donnés, qui ne sont pas l'objet de ma folie, qui ne sont pas l'objet de propos mensongers, qui sont juste des chiffres repris dans vos documents, donc documents qui ont été donnés par les services sur lesquels vous avez vraisemblablement travaillé, et on arrive à cette situation avec des éléments négatifs à un niveau jamais atteint, et avec des durées d'endettement qui sont, j'ai dit tout à l'heure, 43. Vous pouvez faire les calculs, vous arriverez aux mêmes éléments et je les tiens à votre disposition. On parlait la dernière fois d'effet ciseaux. Non, il n'y avait pas d'effet ciseaux. Ce qui pouvait être le cas, effectivement, sur un BS, qui pourrait être le cas sur un CA. C'est pour ça, comme à chaque fois, je dis, je parle aujourd'hui des éléments qui sont liés au document qui nous a été distribué, et nous verrons à ce moment-là avec les éléments qui seront liés au document qu'on y distribuera au CA. Mais Monsieur Asselin, au-delà du travail que vous faites pour la personne qui a passé contrat avec vous, ces éléments-là vont être portés à connaissance, comme à chaque fois dans les conseils à Épernon, à connaissance de nos concitoyens, qui écouteront avec attention comment on en est arrivé là, qui écouteront avec attention ce qui a été dit avant dans les explications. Et encore une fois, j'ai dit,
Il y a une attention particulière qui a été portée sur les dépenses avec des réductions, etc., etc. J'ai pas de souci pour le dire, mais où on arrive avec une situation financière in fine catastrophique. J'ai pas dit non plus que l'endettement avait explosé, puisqu'il est passé de 8 millions à 8 millions 2 à l'heure où on parle, et non pas comme ça avait été envisagé à un moment à 8 millions 5. Donc là aussi il y a une réduction. Mais je pense qu'il sera intéressant que nos concitoyens entendent ce qui a été dit autour de la table dans les explications, lisent ce document et surtout entendent vos explications consistant à dire tout va bien, dormez tranquille, vous verrez, ça ira mieux d'ici 2, 3, 4, vous avez même dit 10 ans tout à l'heure. Donc je pense qu'à un moment, il faut être un petit peu sérieux, surtout dans le débat qui agite et qui anime aujourd'hui notre société. Et pour terminer, j'entends avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que ça soit une ville-centre. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça engendre des dépenses supplémentaires. Et à ce moment-là, je fais le lien à ce que je disais tout à l'heure sur la situation d'Épernon avant l'Interco et peut-être depuis l'Interco. Sachant qu'Épernon était déjà une ville-centre avant, elle l'est toujours aujourd'hui, et que peut-être que dans ce débat, en tout cas je vous lance l'idée, mais peut-être qu'à un moment, effectivement, la négociation sur les compensations qui avaient été discutées à une époque par rapport à des montants donnés, à une situation économique de rentrée donnée, ont peut-être évolué, et qu'il conviendrait ou de revoir la dotation, ou peut-être d'une participation de la Comcom à cette notion de ville-centre. En tout cas, c'est quelque chose qui, moi, ne me choquerait absolument pas. Absolument pas. Parce que je peux comprendre qu'effectivement, une ville-centre n'est pas là, même si elle a tous les éléments pour dire qu'elle est riche, mais qu'elle ne l'est plus, puisse dire à un moment, attendez, moi je veux bien payer, mais je ne veux pas payer pour tout le monde. Ça ne me choque pas. Mais encore une fois, la situation financière est mauvaise. Je veux bien qu'on dise le soleil va se lever demain, mais en tout cas, ça n'améliorera pas la situation financière de la commune, qui est bien catastrophique et qui va peser énormément sur nos finances communales, en espérant, et c'est pas ce que je souhaite, que demain il y ait un souci qui nous oblige à financer des choses qui n'étaient pas prévues. Voilà ce que je voulais dire et sur les éléments qui avaient été donnés par le cabinet Citco. Ok, je vous ai Merci. entendu. Je vais... Comment vous dire? Les finances sont mauvaises. Moi, je dis qu'il faut être prudent. Je suis d'accord. Mais on peut avoir une commune, avoir un financement mauvais et n'avoir rien fait pendant 6 ans. Je dis bien n'avoir rien fait pendant 6 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 6 ans? Et je ne le regrette absolument pas. La route du Boulard. Allez voir les personnes de la route du Boulard, ils sont satisfaits. Ça a donné une valeur à la maison. Sachez-le. On a fait la rue Paul Pinlevé, la rue la rue Normande et tout. Vous m'aviez dit que ce n'était pas une priorité pour vous. Souvenez-vous que vous l'aviez dit. Je le dis, je le redis. J'ai reposé juste la question. Reposez juste la question, qu'est-ce que vous auriez fait? Je vous ai dit qu'au vu de la situation financière, il y a des priorités qui n'étaient peut-être pas au moment où vous les avez fait. Donc, on est bien d'accord. Si on dit les choses, on les dit en entier. Attendez. Maintenant, je vous parle des prairiales. Les prairiales, si on ne les avait pas faites, c'était un gouffre énergétique. Pendant des années, on a cessé de nous dire qu'on n'entretenait pas nos bâtiments. J'entends dire que le patrimoine, et ça, Madame Charrier, je vous en fais... Donc, vous ne cessez de dire que la commune a dépéri. Alors, on fait quoi? Dites-moi. Si elle dépérit, est-ce qu'il faut l'améliorer? Pour l'améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a un moment, il faut savoir ce que vous vouliez. Donc, moi, je ne regrette pas. Bon, il est un fait qu'il va falloir qu'on fasse attention pendant les 2 années qui vont arriver, 2-3 années. On va y arriver. Mais il y a un bien vivre à Épernon. Bon, c'est vrai qu'on a la ville-centre. Moi, quand je vois samedi matin au Prairial le nombre de personnes, tout le monde attendait ça depuis 1 an et demi. Moi, je regrette. Moi, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce que j'ai fait et je remercie ma majorité de m'avoir suivi. Voilà. Il faut savoir ce que l'on veut. On avance ou on attend que ça se passe. Moi, j'ai des communes que je connais autour de moi, il n'y a rien de fait. Ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas là pour taper sur mes collègues. Pas du tout. C'est leur choix. La ville d'Épernon, elle a toujours avancé, elle a toujours évolué. Quand vous regardez les enfouissements dans les rues d'Épernon, il n'y en a pratiquement plus. C'est-à-dire de tous les ans, il y a une programmation de fête. Tous les ans, il y a une route de fête.
c'est sûr que c'est des finances, c'est un fait. Mais bon, là, on en est arrivé. C'est pas un point d'alerte. On en est conscient, ce que vous dites. Oui, mais allez. Oui, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous attendre? Attendez. Qu'est-ce qui se passe là-bas au gouvernement? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Les 8 000 € qu'on nous prend, là. C'est de notre faute, ça? Non? Qu'est-ce qui... Mais non, mais on fait partie des villes riches. Je veux bien que j'entends vos éléments. Mais je, oui. veux bien que vous ameniez des éléments mais de défense. Pendant des années, je vous vous ai n'avez pas cessé parlé de des dire 8 000 qu'on ne faisait rien. Je vous ai pas parlé des 8 000 €. Non, mais... Je vous ai pas dit que j'étais d'accord avec ce que faisait le gouvernement. Enfin, je veux bien. Donc, j'entends ce que vous dites, vous assumez, très bien. Vous n'avez pas de souci, très pas de bien. problème. Que des communes font pas, c'est le problème des communes et des habitants des communes. Ici, moi, je parle des Pernons, je parle pas de Hanches, de Gars, de Drou, de Dreux. Toutes les communes sont dans le même cas. Mais la réalité, quand on fait, c'est que ça a un Mais coût. qu'est-ce que vous auriez fait? Je vous l'ai déjà dit, je vais pas vous le répéter à chaque Rien. conseil. Mais non, je vous l'ai déjà dit. Rien. Donc, c'est la phrase clé. Quand vous avez dit ça, vous avez l'impression d'avoir tout dit. Je vous ai déjà répondu. Allez voir les précédents PV, je vous ai répondu à Oui, ça. je sais. Et bien alors, si vous le savez, reposez pas la question. Excusez-moi. Par contre, il y a un truc. Alors, j'ai entendu tous vos points par rapport au budget. Par contre, vous avez parlé, vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement. Vous nous avez rappelé qu'en plus, c'était une problématique par rapport à la conjoncture actuelle. Pourtant, à un moment donné, je vous ai vu proche de notre député Guillaume Casparian, qui, lui, a eu les clés de ce gouvernement, qui nous a amenés à cette situation. Parce que là, aujourd'hui, vous avez pointé du doigt ce qui se passe ici, mais vous avez fait le lien aussi avec ce qui se passe au niveau de ce qu'on vit de notre pays. Et aujourd'hui, on voit bien que la difficulté, elle est dans toutes les communes, même si nous, vous avez pointé du doigt certains points, certes, mais à un moment donné, la conjoncture actuelle, les problèmes qui ont été amenés, ils sont pas de nous. Clairement, moi, j'étais pas d'accord avec ces idées-là. Par contre, vous avez été proche de cette personne. On vous a vu plusieurs fois avec, et donc, c'est ce que j'allais dire. Ne mélangeons pas la vie de la commune avec la conjoncture actuelle, car la conjoncture actuelle, c'est un autre débat. Et là, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Autant on peut débattre sur ce que vous avez argumenté sur le budget, mais nous faire le lien avec la conjoncture actuelle, nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce gouvernement, et là, je suis pas d'accord avec vous. C'est bon? C'est le seul élément de débat, de réponse que vous avez à ce que j'ai dit? Eh ben, c'est ça que vous appelez un débat sur les finances locales? Parce que alors, monsieur considère Sauteur, que la posture qu'il y a aujourd'hui, et nous dire que, en pointant du doigt que la conjoncture actuelle, je suis désolé, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Donc, on a le droit d'échanger. Je vais juste répondre. On arrête là. Je vais juste dire à monsieur Sauteur que je trouvais qu'il était déjà très bas. Non, très bas dans ses arguments. Très bas dans ses arguments quand il va chercher des éléments personnels. Et vous direz par exemple au maire de Gallardon que le député n'a pas fait ce qu'il faisait alors qu'il vient d'obtenir par exemple une gendarmerie qui est financée. Vous le direz au député sortant. Vous le direz. Non, mais je parle à monsieur Sauteur. Voilà, non, après. Mais je trouve que les éléments. J'aurais entendu, monsieur. Mais non, je défends rien du tout. Vous confondez tout. Vous avez aucun des éléments. Bon, attendez, là, je crois qu'on s'éloigne. Donc, on arrête là. Dans la série, effectivement, je trouve. Enfin, j'aurais préféré, monsieur Sauteur, que vous soyez en capacité d'amener un débat sur le contenu des finances locales. Or, il s'avère que vous n'êtes pas capable. C'est tout ce que j'en comprends, mais c'est pas très nouveau. Et j'aurais aimé que vous puissiez travailler sur les réalités de ces dernières semaines, où beaucoup de personnes nous ont demandé si vous étiez toujours présent pour accompagner les gens qui étaient en difficulté, et plus sérieusement des commerçants. Alors, allons-y sur les débats. Vous me permettrez, monsieur Sauteur, de garder pour moi les éléments personnels concernant le député, et je ne mettrai pas sur la table les éléments personnels concernant le député, et éventuellement vous, monsieur Sauteur.
Juste, j'entends tout à fait, Monsieur le maire, ce que vous dites sur le fait que les prairiales ont été faites, la route de Boulard, même si, voilà, même si tout le monde n'est pas aussi content de la façon dont elle a été structurée. Bah, écoute, les gens parlent, hein, je suis absolument désolée. Donc certains apprécient et d'autres n'apprécient pas. Bon, elle est propre, elle est propre, on en est d'accord. Néanmoins, au quotidien, nous avons un énorme travail d'investissement à faire dans notre ville. Tout le monde nous le dit. Les gens souffrent. Enfin, vous pouvez pas ne pas accepter de reconnaître le nombre de Sparnoniens qui se désolent. J'en ai eu une l'autre jour au milieu du forum. Elle en avait les larmes aux yeux de me dire: il est où mon bel Épernon? Mais oui, mais non, mais riez. Non, mais vous pouvez rire des Sparnoniens. Ce que j'aime beaucoup chez toi, Hélène, c'est quand tu arrives à caricaturer à ce point-là. Mais Eric, je ne caricature pas. Ça devient une caricature à chaque instant. Eric, je ne caricature pas. C'est fondé sur aucune vérité. Je ne caricature pas quand je ne fais que dire ce que les gens vivent sous mes yeux et me disent sous nos yeux et sous les yeux et tu l'aménages comme tu entends. À passer les journées à mes côtés. Bon, allez. On a entendu. Ça y est, on va passer au vote. Et donc, allez, nous avons besoin d'investissements nouveaux, importants pour la prochaine mandature, pour notre ville, pour notre cœur de ville, pour redonner du souffle, de l'esprit, de l'âme à notre ville, de la chaleur et de la propreté. Moi, quand mes voisins, on peut pas discuter au pied de leur maison parce que les poubelles débordent et que les couverts sont ouverts, ils ont besoin d'investissements. Allez, Ils sont malheureux. on arrête. On passe au... Allez. Qui est... Oh. Mais taisez-vous. Pourquoi vous restez éternel si vous ne le prenez pas? Et on ne doit pas croiser les mêmes gens. Parce que moi, je croise quand même pas mal de gens. Malheureusement, je pense que on vit dans la même... On passe au vote. Allez, qui est contre le budget supplémentaire? Monsieur Estampe, Isabelle Marchand, Monsieur Pichard, et puis Monsieur Amar. Vous votez? Vous êtes contre ou pour? Alors Madame Charrier est contre. Qui s'abstient? Et qui est pour? Le reste du Conseil. Merci. Monsieur Aslan, je crois que je vais vous laisser. Hein, et merci pour votre intervention. Merci. Merci à vous. Très bonne soirée. Au revoir. Allez, on passe sur... Ah oui. On va vous faire passer une feuille. Il faudra la signer. Maintenant, on va passer au tarif de la restauration, Madame Bonvin. Galas. C'est la même. Voilà. Donc, considérant le souhait d'harmoniser les tranches de quotient familial avec celles votées par la commune de Drou-sur-Drouette, à des fins de cohérence, notamment pour les élèves du groupe scolaire de la Chevalerie, je vous propose de modifier les tranches du quotient familial comme suit. Première tranche, quotient familial jusqu'à 1000, 1 euro, donc la tarification sociale. Deuxième tranche, quotient familial de 1001 à 1400, 3,98 €. Troisième tranche, quotient familial de 1401 à 2000, 4,88 €. Et quatrième tranche, quotient familial de 2001, à partir de 2001, 6,14 €. Voilà. C'est juste pour être la même chose qu'à Drou, parce que ça fait des années que
que les parents se plaignent parce que c'est jamais les mêmes tarifs pour les enfants d'Épernon et pour les enfants de Drou. Et comme dernièrement, ils ont décidé aussi de voter la tarification sociale à 1 euro, on a décidé de mettre les mêmes tarifs qu'eux pour harmoniser pour tout le monde. Donc, sur ce sujet-là, juste un petit détail, puisqu'on parle d'harmonisation. Néanmoins, est-ce qu'on a pris en compte le fait que la situation financière et fiscale et de revenus de nos voisins de Drou n'a rien à voir avec celle des habitants d'Épernon? C'est-à-dire qu'à Drou, ils doivent avoir peut-être 5% ou 10% d'enfants qui peuvent être concernés. Donc, quand nous, j'ai vu passer, ou peut-être 15%, quand nous, j'ai vu passer, alors peut-être que je me trompe, mais vous allez me dire si, il me semble que j'ai lu ça sur une page de la ville, que chez nous, les familles qui peuvent prétendre à ce montant représenteraient 40% des enfants. C'est bien ça. Alors que donc l'effort que nous allons consentir, ça rejoint la question tout à l'heure, ce que soulignait Monsieur Aslan sur le fait que nous contribuons énormément par rapport à la moyenne des communes alentours. Nous, compte tenu du fait qu'on a une population qui a un revenu moyen 2 fois inférieur à peu près au revenu moyen de la population de Drou, la problématique financière de financement par la ville du différentiel du nombre de ce nombre d'enfants n'a rien à voir avec le nombre d'enfants qui vont financer à Drou, indépendamment du fait qu'ils sont moins nombreux en habitant que nous en proportion, c'est énorme. Donc en fait, on nous demande de nous harmoniser avec une situation qui n'est pas cohérente, qui n'a pas rien à voir avec la nôtre. Alors on peut choisir, ok, de le faire, mais attention, quand Drou nous demande ça, Drou nous a rien demandé. Non, mais ou l'école, peu importe. Non plus, non. Quand on nous demande ça, peu importe la chevalerie, quand les familles de Drou, peu importe qui quand on nous demande ça, sous cet argument-là, il faut savoir qu'on nous demande un effort que eux n'ont pas à faire. Donc ça, c'est juste. Alors, on peut accepter de le faire après, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste une. C'est juste. Attends, juste deuxième chose. Attendez, je vous réponds déjà. Oui, mais je finis juste comme ça, vous me répondrez à tout, Madame Bonvin, si vous voulez bien. Deuxième élément. Si on fait le calcul sur à peu près un mois, alors je parle strictement de la cantine scolaire, ça va faire par enfant, pour les familles qui vont être bénéficiaires de ce tarif, quelques euros par mois de différentiel. Moi, je préfère, donc pas énorme, enfin très faible, je préférerais, par mois, non, par repas. Par repas. D'accord. Oui, 3 euros par repas, c'est pas grand-chose. D'accord. Non, mais je croyais qu'il y avait une tarification intermédiaire. Mais je préférerais que dans l'avenir, nous apportions, je préférerais qu'on apporte aujourd'hui un soutien financier à la qualité de l'alimentation qu'on fournit dans nos écoles. Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais je me permets de le dire parce que la tarification sociale à 1 euro, c'est l'État qui a mis ça en place et il nous rembourse de 4 euros. Donc nous, ça ne nous coûte pas la différence entre les 1 euro et les 4 euros. Très bien. Ok, merci pour l'information. Très bien. C'est ce que j'ai dit la dernière fois quand on l'a voté. Oui, mais j'étais pas là, pardon. J'étais pas en commission. Pardon. Mais néanmoins, je maintiens l'idée que, en ce qui me concerne, concernant l'alimentation scolaire de nos enfants, et compte tenu de ce qu'elle est actuellement, je préférerais qu'on fasse, si nous, la ville, devons faire un effort, qu'on fasse un effort sur la qualité de l'alimentation qu'on offre à nos enfants, et qu'on offre ainsi à tous les enfants, puisque tous les enfants sont concernés, plutôt que de faire certains efforts qui sont, en tout cas, la qualité, plutôt que d'autres types d'efforts. Mais de toute façon, ça change rien parce que les enfants, les familles payent soit 1 euro, soit 3,98, soit 4,88. Oui, mais c'est notre investissement, notre investissement. Et la commune paye pour tous les repas de chaque enfant 10 euros. J'entends bien. Ça change rien. J'entends bien. Ça change rien au niveau de la qualité. Je répète, je préférerais que si nous avons un effort à faire pour les cantines, un effort financier pour les cantines scolaires de nos enfants, j'aimerais qu'on le fasse aussi sur la qualité de l'alimentation des enfants. Parce que quand je lis toutes les semaines les menus, je regrette infiniment que nos enfants n'aient pas une meilleure alimentation. Madame Charrier, je me permets. Alors, j'entends ce que vous dites par rapport à la qualité des repas, mais là, c'est pas la question. Tout à fait. Donc déjà, l'histoire du budget à 1 euro, ça a été voté en juin. C'était juin. Voilà. Là, en fait, c'est juste
un correctif entre guillemets des tarifs. Oui, j'ai compris. Et c'est pas, J'ai compris c'est ce que pas, tu veux dire. c'est pas un copier-coller de Drou. C'est pas ça. Là, ce qui est copié entre guillemets sur Drou, c'est le quotient, c'est pas le tarif. Le tarif, c'est Non, le ok. nôtre. Donc Oui, déjà, on se colle pas sur Drou. Et en plus, si vous regardez ce qui a été fait en juin, vous allez voir que là, c'est largement dans le sens des citoyens. Oui, non, mais c'est C'est je sais. justement Attends, on est une d'accord. réétude qui a été faite Non, pour mais améliorer les On choses. est d'accord Donc que là, c'est. On est faut d'accord. pas pousser trop. On est d'accord que ça va dans le sens des citoyens. Mais on regarde aussi les finances de la ville et c'est des questions de logique. La problématique financière du tarif social de Drou n'est pas la même que la nôtre. Mais là, on n'est pas sur le tarif social de Drou. Non, mais C'est ce que je suis t'as en train de vous compris l'idée. expliquer. Oui, Les habitants de Drou ne vivent pas et la mairie de Drou ne vit pas la même situation économique que nous. Mais d'accord, Par mais contre, là, elle c'est pas, bénéficie c'est des pas services les leurs, d'hébergement. en fait. C'est pas les leurs, là. Ça, c'est à nous. D'accord, Eux, oui, ils ont t'as voté les compris leurs. ce que je voulais dire. Donc, il n'y a pas à comparer. Si je peux ajouter quelque chose, puisque je fais partie de la même commission que Thomas, voilà, c'est que il faut être éligible, il faut que la commune soit éligible à ce dispositif, et que il faut répondre aux critères EGalim. Quand tu parlais de la Ah oui, ben quand on voit la liste des items qui sont demandés qu'il faut respecter, c'est fait pour qu'il y ait une alimentation saine et équilibrée. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai juste une question, excusez-moi, technique, qui n'est pas sur la délibération qui avait été votée la dernière fois et donc abrogée, contenait les enfants, le prix pour les enfants qui apportaient leur repas, pour les ATSEM personnel cuisine, personnel communal, enseignants. Sauf que c'est toute la délibération qui a été abrogée. Ce que je veux juste dire, est-ce qu'il ne faut pas le réintégrer dans celle-là? C'est juste ça. Si toute la délibération a été abrogée, il me semble qu'il faut, même si ça n'a pas changé, que ça soit rajouté. Sinon, vous allez faire payer le personnel demain qui vous dira mais il n'y a pas de vote. D'accord. Voilà, c'était juste... je vous en prie. Alors, on va passer au vote. Alors, considérant le souhait d'harmoniser les tranches de quotient familial avec celles votées par la commune de Drou-sur-Drouette et à des fins de cohérence, notamment pour les élèves du groupe scolaire de la Chevalerie. Donc, dire que la délibération du 20 2025 31 est abrogée, fixer les tranches et quotients familiales comme indiqué ci-dessus, préciser que ces tarifs communaux seront transmis à monsieur le comptable public. Donc, Madame Bonvin vous a fait la description du tableau. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Voilà. Pour information, il y a un prochain conseil municipal le 29. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a un bon paquet d'ordre du jour, l'ordre du jour le 29. Nous allons comme ça. Donc j'ai pas voulu ce soir enquiller. On aurait fini, il est quelle heure? Il est 10h05. Je crois que c'est bon pour tout le monde. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne soirée.